c'est une astication du poireau qui est demandée juste la finish. avec une visibilité de la finition. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Dernière vidéo actu de la semaine, parce qu'on est samedi. Et moi, je suis en vacances. Ça fait du bien. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la vidéo sur Maître Gims. Et demain, exceptionnellement, vous allez avoir une autre vidéo parce que mardi, j'ai été bloqué par YouTube. On va pas faire de gestes, on va pas dire de mots parce qu'on est sur la fameuse plateforme en question. Mais vous m'avez bien fait chier mardi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Bon, vous le savez, je travaille dans une usine. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de secret. Et je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui fait le lien entre les salles de sport et l'usine. Genre, pour elle, les Françaises, Français ont une nostalgie de l'usine et ils vont le matin très tôt à la salle pour fournir de gros efforts, des efforts intenses sur des machines, ce qui leur rappelle l'usine. Alors écoute-moi bien, cocotte. Si je vais à la salle de sport, c'est absolument pas pour que ça me rappelle mon travail. Sur cette question de l'effort et de l'hédonisme, je trouve que ce qui est très frappant, c'est dans la pratique sportive. Bon, il y avait le marathon il y a 2 jours. On voit bien, pour le coup, les mêmes salariés s'affligent des efforts, mais colossaux, se lèvent à 6 h du matin pour courir des heures sous la pluie. Et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises. Avant d'aller travailler. Oui, et le matin. Et en fait, qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. D'ailleurs, beaucoup de salles, il y a toute une chaîne de salles de sport assez chic à Paris qui s'appelle l'usine. Et c'est une nostalgie du monde industriel. Vous avez votre machine, vous collez une fréquence sur votre machine, vous collez peut-être une demi-heure sur la machine, puis 20 minutes sur l'autre. Et en fait, c'est étonnant. On a perdu cet effort physique, en effet, au travail, mais les gens le recréent dans des salles de sport ou s'infligeant des sorties. En le choisissant. J'ai moi-même fait un marathon, hein, j'ai trouvé ça génial. Donc pareil, je ne critique pas le. Mais c'est très intéressant de voir que donc l'effort existe, on a besoin d'efforts, mais peut-être ce qui est intéressant, c'est que quand vous préparez un marathon, vous commencez, vous faites 10 minutes, vous êtes à moitié mort et vous progressez très facilement. Et si vous tenez vraiment vos 3 entraînements, vous terminez votre marathon, à moins d'avoir un problème de santé, tout le monde le fait. Et donc il y a quand même une promesse très forte de résultats. Et peut-être qu'en effet, le monde professionnel est plus aléatoire. Et c'est vrai que si vous allez à la salle de gym tous les matins, vous arrivez à un certain niveau. Enfin, pour vous, c'est pas du tout mon truc. Vous arrivez, je pense, de façon très linéaire à un certain niveau. S'il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est les gens qui complexifient des choses très simples. Cette masturbation intellectuelle, on en a marre. En fait, on fait du sport tout simplement pour prendre soin de notre corps, de notre esprit, se défouler. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de nostalgie avec l'usine, etc. La plupart des Français n'ont jamais travaillé dans une usine et n'y allez pas. N'y allez pas. Par contre, nombre de Français font du sport. Donc comment ils peuvent avoir la nostalgie de l'usine sans y être allés? La masturbation intellectuelle, là, arrêtez. Stoppez ça. Dans l'affaire Epstein, et oui, il y a un petit peu de nouveau, il y a un tableau Excel qui a été retrouvé, un tableau Excel glaçant qui remonte à 2007. À l'intérieur de ce tableau, 62 noms, 10 mineurs, classés par âge. Couverte des enquêteurs en 2019, qui a été exhumée par notre journaliste. Effectivement, c'est une liste assez lugubre. On a 62 noms à l'intérieur de jeunes femmes, toutes jeunes. Il y en a 10 d'entre elles qui sont mineures. Elles sont classées en fonction de leur âge. Il y a underage ou overage. Elles sont également, il y a plusieurs colonnes qui disent si elles ont déjà été testées, essayées, si pénétration, également sexe oral, actes sexuels divers et variés. Et ce tableau, il a été retrouvé par notre journaliste et c'est vraiment une pièce importante qui est finalement restée dans les cartons de la justice française. On est allé la présenter à une des personnes recensées, une des jeunes femmes notées et inscrites sur ce listing. Et quand elle a découvert ce document, elle s'effondre en larmes parce qu'elle dit c'est dingue. En fait, il faut savoir que ce document, d'après les analyses techniques des enquêteurs,
enquêteur date de 2007. On est aujourd'hui en 2026, donc ça fait 19 ans qu'il était manifestement quelque part à Paris. Et elle nous dit, elle, que pendant des années, elle s'est fait traiter de menteuse en expliquant qu'elle avait été victime de Jeffrey Epstein. On lui a expliqué que, en fait, non, c'était une prostituée, qu'elle exagérait, etc. Et en fait, on se rend compte que quasiment 20 ans plus tard, il y a des pièces qui se trouvaient dans les cartons de la justice française qui vont peut-être aider des victimes à faire reconnaître leur statut. Je vais pas vous l'apprendre, les réseaux c'est dangereux et parfois il y a des gens qui pop comme ça des années après et qui vous font très mal, notamment à la réputation. C'est le cas d'un ex, un Maëva Guénam, qui est sorti mais alors de nulle part et qui a balancé des dingueries sur elle. Ouais les gars, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez toutes bien. Ouais, rappelez-vous de moi les gars. Moi je suis l'ex de Maëva Guénam, vous vous rappelez? Y a pas de souci. Je vais vous expliquer un truc les gars. Si vous m'avez pas entendu pendant longtemps parler de tout ça, posez-vous les bonnes questions, méditez les gars. Maëva, trêve de bavardage, je vais t'expliquer directement. Je vais pas passer par 4 chemins. T'es parti à Dubaï, pourquoi? Tu leur as dit c'était pour esquiver les impôts en France, tout ça. Non, non, non. Ce que t'as pas dit aux gens, c'est qu'au moment où t'es parti, t'étais enceinte. Moi, ça fait 2 ans que je subis, que tu m'as ramené tous tes avocats, je pouvais pas parler, que je viens de sortir de prison. Mon enfant, il est où, Maëva? Bref. T'as vu, j'ai pas que ça à faire de faire que des vidéos. J'ai pas de temps à perdre par rapport à ça. Donc dépêche-toi vite, et très très vite, de faire le nécessaire. Sur ce, passez une bonne soirée. Bon, je vais pas vous mentir, il est un petit peu chelou le bonhomme. J'ai vu, il a fait 5-6 épisodes. D'ailleurs, carrément sur TikTok, il s'appelle l'ex à Maëva. Et en fait, c'est vrai que les gens se posaient la question, mais pourquoi tu la contactes pas directement? Il explique qu'il fait des vidéos parce qu'elle l'a bloqué de partout. Bon, moi j'y crois pas trop, mais bon. Quand on vous dit que c'est les gens très proches de vous en général qui peuvent vous faire tomber, regardez avec Nicolas Sarkozy, son ancien bras droit, Claude Guéant. C'est une pouquille, Claude. Il la poucave. Pour Nicolas Sarkozy, le coup le plus dur est venu de son ancien bras droit, Claude Guéant, celui qui fut son plus fidèle collaborateur, sur lequel il tente de se défausser depuis le début du procès en appel. Un choc, selon l'avocat de Claude Guéant. Il a été littéralement estomaqué parce que c'était des attaques imprévisibles, soudaines, et qui l'ont extrêmement meurtri. Nicolas Sarkozy disait en première instance que Claude Guéant est un homme honnête, et maintenant il vient dire que c'est sans doute le pire des voyous. Il y a quand même un petit problème de cohérence. Claude Guéant, absent au procès, aujourd'hui gravement malade, affirme dans une lettre cinglante fournie à la justice qu'il a toujours agi sur ordre de Nicolas Sarkozy. Pour la première fois, il raconte un dîner en 2007 entre lui, Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Le leader libyen aurait réclamé alors la clémence pour son gendre Abdallah Senoussi, condamné par la France pour terrorisme. Nicolas Sarkozy l'appelle et lui demande à ce que Claude Guéant vienne pour que Kadhafi répète devant lui son souhait de voir la situation de Senoussi être surveillée, observée. Et là, Nicolas Sarkozy pose une consigne très claire. Claude, voyez cela. Face à ces accusations, Nicolas Sarkozy continue d'affirmer que ces tractations avec la Libye ont été menées à son insu par Claude Guéant. Il sous-entend même que ce dernier aurait été guidé par un désir d'enrichissement personnel. Le pouvoir présente de telles pressions que certains peuvent, à un moment ou un autre, disjoncter. Claude Guéant, toujours resté secret, ira-t-il plus loin dans ses révélations ? Dès le début de l'affaire, en 2013, sa fille l'exhortait déjà à se défendre. Quand est-ce que tu vas balancer? C'est sur cette seule affirmation que les deux hommes sont encore d'accord. Il n'y a jamais eu de pacte de corruption, ni d'argent libyen pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et en parlant d'ex-amis qui ne se parlent plus, Muriel Robin, Pierre Palmade, on le savait depuis l'accident, c'était fini. Mais là, elle a confirmé au micro d'RTL. Et Pierre, vos rapports avec lui aujourd'hui? J'en ai pas. Est-ce que vous imaginez ne plus jamais le revoir? Oui. Oui, je pense que ça va être comme ça, parce que c'est quelqu'un qui... J'aurai toujours peur. C'est quelqu'un qui me fera toujours peur. J'aurais peur qu'il me fasse du mal. Et j'ai réussi à l'aimer parce qu'il avait besoin de faire du mal. Alors, il avait ses démons. Et souvent, d'ailleurs, quand il n'est pas dans son état normal. Et je veux
plus que personne, qui que ce soit, quoi. Donc, pour se protéger, à un moment, on peut pas faire un pas, deux pas. Alors, j'ai connu un moment, pas souvent, mais de temps en temps, un Pierre lumineux, ça aurait été... L'histoire a été écrite autrement pour lui. C'est très triste. C'est très triste, mais on l'a vu aller dans le mur. Ses proches, les quelques proches, on l'a vu aller dans le mur et on a fait ce qu'il fallait. Vraiment, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu et puis surtout, je suis restée là jusqu'au bout. Et à un moment, quand je recule, c'est que... Vous avez des bonnes raisons pour le faire. Oui. Le festival de Coachella, festival de musique, continue de faire réagir par rapport à son financement. Nombre de stars, de célébrités, d'influenceurs, d'influenceuses y étaient. Des personnes qui tout au long de l'année vous font la morale sur tout un tas de trucs, mais est-ce qu'aller à Coachella, c'est pas cautionner certaines choses? Je vous laisse regarder un petit peu ce qui s'est dit sur le plateau de Aja. Ça veut dire que demain, on va plus acheter notre salade chez Franprix si on s'est pas renseigné de qui dirige Franprix. Oui, on va plus chez Carrefour si on s'est pas renseigné de qui dirige Carrefour. Et ce qui est un petit peu en fait contradictoire, c'est que le propriétaire en fait de ce festival est un milliardaire qui s'appelle, alors accrochez-vous, vous foutez pas de moi, Philippe Anstuns, qui finance en fait des organisations très conservatrices, très droites, très Trump, en fait, ce qui n'a rien à voir finalement avec l'esprit du festival, l'esprit, ouais, du festival. Et donc, non mais c'est vrai, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous trouvez ça du coup hypocrite pour certains influenceurs justement qui revendiquent ou des artistes qui revendiquent les droits LGBT d'être présents sur une scène où justement le propriétaire... Ils sont probablement tour de canapé. Pas au courant, pardon, excuse-moi, moi ça va être très con, peut-être ils sont probablement pas au courant. Moi demain je suis amené à aller à un festival, je te mens pas, j'en fais 3, 4, 5 dans l'année, je sais pas du tout qui est le dirigeant ou ce qu'il revendique comme conviction. Donc, ouais, mais sauf qu'on utilise aujourd'hui ChatGPT pour acheter notre café et pas pour nous renseigner sur là où on va. Ben si demain je vais aux Ardentes, je vais pas me renseigner qui a créé ce festival en Belgique, tu vois ce que je veux dire? Non mais je suis d'accord. Il y a aucun festival dans lequel je suis allée où je sais qui est le directeur, le lanceur, le machin, le pimpon, le papa. Alors... Et puis en plus, je suis désolée, pardon, mais... Mais c'est ce que reprochent pourtant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pointent l'hypocrisie dans ce genre d'événement. On est vraiment dans la cancel culture où maintenant on est censé se renseigner sur absolument toutes les marques, les produits, les dirigeants, les histoires, pour savoir absolument tout, pour dire ok, en connaissance de cause, j'irai pas. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Et puis, excusez-moi, mais Coachella, c'est quand même le festival le plus élitiste, le plus luxueux, le plus capitaliste qui existe. Donc on pourrait aussi fouiller à ce niveau-là, parce que c'est très bien de faire les hippies d'un côté, mais c'est des hippies avec des grosses poches d'or. Il y a un commentaire, pardon, de Maëva qui dit Maëva G et pas Maëva Guénam. Oui, mais savoir où va ton argent, quoi. Non. Ou alors c'est incompréhensible. Sauf que là, c'est de notoriété publique. Je peux te dire un truc juste. En fait, si vous voulez vraiment aller à fond de cette histoire, le mec, déjà, il gère juste la société qui gère Coachella, qui s'appelle, lui, est le propriétaire d'une société qui s'appelle AEG. La AEG, il gère aussi le We Rock en Seine, c'est un gros festival français, et We Love Green. Donc, et si vous voulez savoir, il gère aussi l'Accord Arena. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez à l'Accord Arena, vous lui donnez de l'argent. Oui, du coup, donc je suis désolé. Oui, t'as raison, tes arguments donnent tort dans ce cas-là aux commentaires que je vois dans le chat. Voilà, dans le sens que, non mais dans le sens que, en soi, le mec, il est juste propriétaire d'une société qui gère les events, les chanteurs. Ça ne veut pas dire que tu maries ce qu'il a fait ou les propagandes qu'il a et les positions politiques qu'il prend. Mais ça veut dire que demain, on va plus acheter notre salade chez Franprix si on s'est pas renseigné de qui dirige Franprix. Oui, on va plus chez Carrefour si on s'est pas renseigné de qui dirige Carrefour. Ouais, mais ça veut dire qu'après, tu bloques ou Jérémy, ton avis sur la question intéressante de Sabrina. C'est pareil, pas la même chose qu'Enzo, mais dans ce cas-là, tu fais plus rien. Tu sais pas qui a fabriqué ton t-shirt, le pourquoi du comment, quel parti politique. Nasdaq en live a dit une énorme dinguerie. Grosso modo, il a dit que voilà, il imposait à ses partenaires de filmer les 30-40 premières secondes pour se protéger du phénomène MeToo. Voilà, je vous laisse regarder, on en parle après. Prendre par message, toujours. Écoute, je préfère te prévenir. Si un jour, on a amené à faire du sexe, si on doit faire du sexe, pendant au moins 20 ou 30 secondes, je suis obligé de filmer. Elle me dit, mais pourquoi? Je comprends que tu sois frustré, et si tu veux, on fait rien. Tu vois? Mais je le dis par message et toi. Elle me dit, mais pourquoi? Écoute, je suis parano. J'ai trop peur que le lendemain, vu que je suis une célébrité et tu penses que je suis multimillionnaire, j'ai trop vu d'histoires où ça accuse de viol et tout. Ça, tu vois. En gros, pour je lui dis, c'est pour me protéger à moi, jamais ce sera divulgué et tout, tu vois le délire? Et voilà, et je fais après, je filme 15 secondes, 20 secondes. Bah, de toute façon, t'es précoce, donc tu m'as dit. Non, c'est le temps de la vidéo. Ouais, bah oui. Bon, après, c'est vrai que j'ai filmé. Alors, faut juste rappeler un truc, le consentement n'est pas éternel. Donc, t'as beau filmer, ça veut rien dire. Imaginons, elle te dit oui à 20h pendant les 30 premières secondes où tu filmes.
elle a le droit 5 minutes plus tard de ne plus avoir envie et potentiellement peut-être qu'après tu vas lui imposer des pratiques. Je dis pas que c'est le cas, mais si tu lui imposes des pratiques plus tard qu'elle refuse et que tu forces le truc, ben c'est pas dans le consentement et les 30 premières secondes vont rien prouver du tout. J'ai pas compris. Pourquoi tu dis ça en mode putain c'est une dinguerie, c'est l'idée du siècle. Non, c'est pas du tout l'idée du siècle. Faut savoir qu'en Espagne, il y avait des footballeurs qui avaient fait signer à leurs partenaires des documents, voilà, pour dire oui, je suis bien consentante, etc., je vais pas engager de poursuite. La justice a dit ça ne vaut rien, voilà. Le consentement n'est pas éternel. C'est un consentement, c'est un instant T. Donc ça veut rien dire. Après, la question c'est est-ce que tu filmes pour les réseaux ou pour la justice? J'ai plutôt l'impression que c'est pour les réseaux. Après, on va pas se mentir, on a tous déjà fait des petites vidéos comme ça, mais c'était honnête. Voilà, c'était pour pimenter le truc avec une partenaire qui avait connaissance que c'était filmé. Elle était consentante. Voilà, c'était pour apporter un peu de piquant, puis peut-être plus tard pour revisionner le truc. On va pas entrer dans les détails, mais Nasda, s'arrête de mentir. On le sait que tu as envie de garder la vidéo pour te pignoler dans ta chaussette plus tard. En parlant de vidéos coquines, il y a le fils de Benjamin Castaldi qui est dans une petite polémique en ce moment. C'est une astication du poireau qui est demandée Jusqu'à finish. avec une visibilité de la finition. J'étais à milieu de savoir que Simon avait un compte. En plus, quand je vois que c'est avec un homme, parce que les pratiques que Maxime demande, c'est des pratiques qui, pour moi, un hétéro ne ferait pas. Donc, je comprends pas. Puis en plus, il y a un truc que je comprends pas pour aussi les prix, tu vois, les tarifs, ça me choque de ouf. Les choses qui sont demandées dans cette conversation pour 25 ou 50 euros, je suis ultra choquée. En plus, après, lui voilà, dit... on va le dire, c'est une astication du poireau qui est demandée jusqu'à finish. Avec une visibilité de la finition. Et puis surtout de dire le prénom de la personne, comme si tu vois, tu faisais ça pour lui. T'es une personne hétéro, t'as envie de dire le prénom d'un homme. Efficace. Tu m'apprends des choses je ne savais pas. Et pour 50 balles, et puis en plus, lui dans les messages, je suis désolée, ça il le dit pas pendant l'interview là, où il dit oui, au moins c'est 50. En plus, c'est pas grand chose, sous-entendu, pour 50, il aurait pu le faire. Oui, mais justement, moi je trouve que c'est très peu payé pour ça. Moi, les prix, les images, les faits qu'ils soient hétéros, mais ça, franchement, ça me balèque de tout. Enfin, c'est pas un problème. On va souvent dans des bars homo et il y a des serveurs qui sont hétérosexuels. Donc, il y en a plein. Tous les plupart. Non, mais je veux dire, c'est pas gênant, c'est un produit. Voilà, c'est comme des femmes qui peuvent vendre à des femmes et ils sont tout à fait hétéros. Quoi qu'il en soit, j'ai contacté également Simon Castaldi. Tout à l'heure, je lui ai envoyé un message écrit, je l'ai prévenu du sujet et également du témoignage de Maxime. Il m'a appelé dans la foulée, je lui ai proposé de prendre la parole, de pouvoir nous raconter, lui, son histoire, ou s'il ne le souhaitait pas, de m'apporter du contexte pour que je puisse le restituer en plateau. Il n'a pas souhaité m'apporter plus de contexte et il n'a pas souhaité prendre la parole. Bien évidemment, si Simon Castaldi le souhaite, je pourrais lui donner la parole avec plaisir la semaine prochaine, dans la prochaine émission. Le prix de la dignité chez Simon Castaldi, c'est 50 €. Mais ça va pas ou quoi? 55, ok, mais 50, t'es un fou toi. Et on va terminer par un petit reportage, un mini-reportage de 4 minutes sur les flics ripoux, c'est hyper intéressant. Ça a été fait par M6. Walid se présente aujourd'hui comme un ex-trafiquant de drogue, repenti. S'il acceptait de nous parler, c'est pour dénoncer les agissements d'un policier de la brigade des stupes de Paris, avec qui il dit avoir noué un pacte de corruption. Je l'ai fréquenté pendant 5 ans. J'avais un terrain de stupes. Il m'a proposé de la protection. Quand je ramène de la marchandise, il me couvre, mais contre de l'argent. Chaque semaine, je donnais entre 3 000 et 6 000 €. En échange, le policier lui fournissait aussi de précieuses informations. Chaque fois, j'avais besoin de trouver quelqu'un. Je donne juste le nom ou je donne juste une plaque d'immatriculation. Là, il sort tout sur le fichier. Où il habite. Ça sert à aller vraiment chez la personne, lui faire du mal ou lui mettre à l'amende. Walid dit avoir été extorqué et trahi par le brigadier. Il a contacté lui-même l'IGPN, la police des polices, qui a enquêté en 2024. Une affaire symptomatique selon l'avocat de l'ex-trafiquant. À trop regarder les abîmes, ce sont finalement les abîmes qui vous regardent. On voit de l'argent facile et on peut s'interroger pourquoi est-ce que j'irai pas, pourquoi je ne franchirai pas la ligne jaune. Et certains policiers peuvent être tentés.
Cette tentation, l'inspection générale de la police nationale y est confrontée chaque jour. Ici, 14 enquêteurs sont dédiés à la lutte contre la corruption. Un phénomène en plein essor depuis l'apparition sur les réseaux sociaux de ce genre d'annonces. Ton blase, c'est ton avenir, assure-toi qu'il est clean. Donc ça, clairement, c'est quelqu'un qui a envie de savoir s'il a une enquête en cours sur lui, s'il est recherché. La personne qui est intéressée par cette annonce va répondre. À partir de là, en général, il y a un intermédiaire qui a un ou plusieurs policiers dans ses contacts. Contre quelques dizaines d'euros, ce fonctionnaire complice va taper votre nom dans ce téléphone dont sont équipés tous les policiers de France. Je vais pouvoir aller chercher le traitement des antécédents judiciaires, si la personne est au fichier des personnes recherchées, etc. On peut également taper une plaque de véhicule, ça peut se faire très discrètement. L'information demandée est ensuite transmise à l'intermédiaire, comme l'explique l'un d'entre eux sur une messagerie cryptée. On prend une photo de vos antécédents judiciaires, c'est-à-dire votre palmarès. Pour les personnes qui ont un doute sur un mandat d'arrêt, parce qu'ils se sont échappés dans un autre pays, ils aimeraient bien revenir en France, très simple, on peut le consulter. S'il n'apparaît aucun résultat, vous pouvez revenir en France les yeux fermés. Ce business a tout de même une faille. Les consultations de fichiers sont toutes enregistrées et au moindre soupçon, disséquées par les enquêteurs de l'IGPN. Ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est des séries de consultations, par exemple, de plusieurs identités en peu de temps, ou un nombre très important de consultations d'identité sur une seule journée. C'est comme cela qu'une policière du Val d'Oise a été démasquée en 2022. Elle avait consulté 3200 fichiers de police en 3 ans, revendus 50 € pièce. Condamnée à 2 ans de prison ferme, elle avait évoqué de lourdes dettes, comme la plupart des policiers mis en cause pour corruption. On voit souvent des personnes qui sont endettées, des personnes qui peuvent aussi être l'objet d'addiction. Il peut y avoir des moments également de séparation, parfois conjugués d'ailleurs à des problèmes de santé, et qui font que le policier à ce moment-là est peut-être une cible plus facile qu'un autre pour un groupe criminel. En 2025, l'IGPN a ouvert 240 enquêtes pour atteinte à la probité, plus 50% en un an. Des faits qui peuvent valoir aux policiers incriminés jusqu'à 10 ans de prison. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la vidéo sur Maître Gims. Le lien est en commentaire épinglé et demain vous avez une autre vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.